So, hello and welcome. Bienvenue à tous à nouveau. Vous m'entendez? Oui. Okay. Sorting out the microphone. Alors, bienvenue à tous à ce symposium sur les voies du changement. Comment naviguer dans l'avenir de la fibrose pulmonaire ensemble? Je travaille avec l'équipe d'engagement de Onheim. C'est un plaisir pour moi, un privilège de pouvoir prendre part à ce symposium. J'espère que nous entendrons beaucoup de points de vue. Je sais qu'il y a des initiatives incroyables dont nous entendrons parler. Et nous aurons des échanges, je l'espère, tant en ligne que ici dans la salle. Alors vous avez peut-être déjà vu ces diapositives. Vous avez entendu l'introduction en ce qui concerne l'application SwapCard. Et donc nous aimerions en parler aujourd'hui. Donc SwapCard, vous pouvez l'utiliser de deux manières. Vous pouvez soit poser votre question pour qu'on en discute plus tard, mais nous allons également vous poser des questions, comme vous pouvez le voir. Donc s'il vous plaît, pourriez-vous scanner ce code QR qui va vous mener à notre session. Et là, vous pouvez cliquer sur Live Interaction, donc interaction en direct, et vous cliquez ensuite sur Poll pour sondage. Donc, j'aimerais vous demander tout d'abord ceci. Cette dernière décennie, pensez-vous qu'il y ait plus de connaissances de la fibrose pulmonaire dans la société? Mais tout d'abord, j'aimerais un peu discuter de ce que nous allons aborder durant cette session. Donc tout d'abord, il y aura une phase d'introduction qui sera ensuite suivie d'une discussion sur l'expérience et l'expertise réunis aujourd'hui à ce sommet. Nous le savons, pour façonner le changement, il faut une communauté entière, il faut, comme on dit souvent, il faut un village pour élever un enfant. Et donc de cette manière, nous pourrons passer aux actions. D'ailleurs, j'ai apprécié cette idée de faire éclater les bulles ensemble. C'est ce que nous a dit John ce matin. J'espère qu'ensemble, nous serons capables de le faire. Ensuite, nous entendrons trois points de vue inspirants et nous allons discuter des soins, ce que nous pouvons faire à ce sujet. Et pour ce faire, nous aurons trois panélistes incroyables qui vont nous partager les différentes perspectives, des personnes qui vivent avec la fibrose pulmonaire, d'autres qui sont des aidants et enfin des traitants. Donc c'est avec plaisir d'inviter Eleni Stamouli, grecque, qui est bénévole pour l'organisation grecque pour la fibrose pulmonaire. Et c'est une membre également du groupe consultatif et elle-même a été diagnostiquée fibrose pulmonaire. Elle a établi sa propre entreprise avant son diagnostic. Eleni connaît les difficultés d'une maladie complexe, en partant du diagnostic au traitement jusqu'aux répercussions émotionnelles. Et elle utilise sa voix pour aider tout le monde à naviguer ces difficultés pour que leur voix soit entendue et faire évoluer l'avenir. Ensuite, nous avons Doc Macmillan, Irlande du Nord, qui soutient les patients et les familles FPI en Irlande du Nord, où il a été diagnostiqué également atteint de cette maladie. Nous avons le plaisir de compter sur votre présence aujourd'hui en tant que président du groupe de soutien fibrose pulmonaire nord-irlandais. Il soutient les aidants, les patients. Il organise des journées de partage d'informations, de conseils, d'expériences personnelles. Et il offre ce soutien à des patients en Irlande. Ceci a permis de créer une communauté
de personnes qui font face aux mêmes défis et se soutiennent l'un l'autre. Et enfin, nous avons le professeur Anne-Marie Russell avec nous du Royaume-Uni, qui est à l'Université de Birmingham à la tête de la chaire des neurosciences. Elle a beaucoup d'expertise en recherche en ce qui concerne les maladies interstitielles. Elle continue la recherche tout aux côtés de la clinique et l'éducation. Par ailleurs, ses recherches se concentrent sur les patients. Elle travaille sur les patients en tant que partenaire et les membres actifs de la Société européenne respiratoire. Et depuis le début de l'EU-PFF, elle a fait partie du groupe scientifique, et ce depuis 10 ans. Donc je suis sûr que ce sera une discussion incroyable avec nos 3 panélistes. Nous en apprendrons beaucoup. Par ailleurs, nous aurons le temps de débattre, de discuter avec vous après leur présentation. Comme nous l'avons entendu dans cette première session, c'est la diapositive que j'aurais dû montrer. Désolé, c'est une erreur de ma part. Comme nous l'avons entendu dans cette discussion, il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées dans le domaine de la fibrose pulmonaire depuis 2016, depuis que l'EU-PFF a été établi, donc il y a 10 ans. Il y a de plus en plus de reconnaissance de la fibrose pulmonaire en tant que défi de santé, défi de santé de la société, avec la résolution pour la santé pulmonaire qui a été publiée l'année dernière et qui en fait une priorité. Donc c'est vraiment un signe que la santé pulmonaire est devenue une des priorités. Cependant, même s'il y a une augmentation de la sensibilisation, nous devons toujours nous poser une question. Est-ce que cela se ressent pour les personnes qui vivent avec cette fibrose pulmonaire? Les expériences vécues sont-elles différentes? Ou y a-t-il toujours trop de déconnexion, trop de manquements à combler? Si nous observons le programme de ce sommet, nous pouvons voir qu'il y a encore bien des choses sur lesquelles nous devons continuer à travailler. Et il est important, je pense, de travailler ensemble, sortir de notre bulle, de notre silo personnel pour mieux comprendre ces manquements et y répondre ensemble. Un des exemples dans lesquels nous avons travaillé. Voilà. Voici la bonne diapositive. Un exemple de co-création dont j'aimerais vous parler est ce que nous avons fait dans le rapport Bridging Care Gaps, donc combler les fossés des soins, donc en travaillant avec le personnel soignant, l'industrie et les patients. Donc en identifiant ces manquements, en travaillant du diagnostic jusqu'à la gestion en cours de la maladie. Certains des orateurs aujourd'hui d'ailleurs aborderont ce point dans leur discussion, et ceci renforce vraiment un point essentiel. Le progrès a plus de sens s'il s'appuie sur les priorités de personnes qui vivent avec la maladie et leurs intérêts. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, réunis à ce sommet. Donc, j'ai le plaisir de vous dire qu'avec le panel, nous allons discuter de ceci. Nous allons essayer de faire éclater la bulle pour partager des expériences qui nous viennent des personnes qui vivent avec la maladie, leurs aidants, mais également leurs traitants. Cette communauté vous inclut, évidemment, vous, le public, aujourd'hui présent. Donc, s'il vous plaît, pourrions-nous regarder ensemble les résultats de ce premier sondage que je vous ai partagé, début de session, pour entendre votre perspective en ce qui concerne la sensibilisation à la fibrose pulmonaire.
On voit qu'il reste encore bien des choses à faire, évidemment. La moitié d'entre vous disent qu'il y a une amélioration, en effet. Un tiers dit non. Donc, les médecins traitants, les médecins de famille n'ont pas plus de connaissances ou ne sont pas plus sensibilisés à cette maladie. Et on voit 20% d'entre vous qui disent non, je ne sais pas. Peut-être qu'on peut aider à cette discussion en essayant de réfléchir en dehors des sentiers battus. Et sur ce, j'aimerais inviter notre première orateur, notre première intervenante, Eleni. Venez au lutre. Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous. J'aimerais remercier le sommet européen et toutes les personnes qui m'ont invité à prendre la parole aujourd'hui, ainsi que Beringer Ingelheim. J'aimerais dire quelque chose, partager avec vous mon expérience et parler également des expériences d'autres patients. Quand le diagnostic de la fibrose pulmonaire est donné, eh bien, au départ, l'accent se met sur le traitement. Mais la fibrose pulmonaire est très complexe. Et donc, les traitements ne sont pas suffisants. Et c'est pour ça que j'ai décidé de discuter avec vous de fibrose pulmonaire. Là, en parlant de vivre cette maladie en comparaison avec le traitement de cette maladie. Si quelqu'un se voit diagnostiquer cette maladie, très rapidement, cette personne comprendra qu'il fera face à une nouvelle réalité. Cette nouvelle réalité s'accompagne de beaucoup de pertes et de défis, y compris l'essoufflement, la fatigue, l'anxiété, l'isolement, et évidemment vous êtes obligé de rester chez vous, vous perdez en indépendance. Donc la question à se poser est de savoir comment vivre avec cette maladie. Le diagnostic vous dit simplement de quelle maladie vous êtes atteint, mais ne vous dit pas comment vous allez vivre cette maladie. Et là, c'est une différence fondamentale. Cela fait toute la différence. Il s'agit de soutenir la personne qui vit avec la maladie, pas simplement gérer la maladie. Quand on parle de fibrose pulmonaire, le problème souvent est le manque d'une approche holistique de la maladie. L'approche holistique dépend des programmes de revalidation pulmonaire. Parce que les personnes qui vivent avec cette maladie et nos familles comprenons que c'est une maladie grave. C'est une perte de votre vie de tous les jours progressive, pas uniquement une perte de capacité respiratoire. Et donc les programmes de rééducation, si vous avez la chance de faire partie d'un tel programme, cela peut changer votre vie. J'ai eu de la chance, personnellement. Après mon diagnostic qui s'est déroulé en 2019,
J'ai pu participer à un programme de revalidation au sein de ma clinique, de mon hôpital, qui fonctionnait déjà. C'est un programme qui était en place depuis 2017, qui se faisait en collaboration entre mon hôpital et l'université de Thessalonique, qui était financé par Ingelheim, Beringer. Donc c'était vraiment la première étape pour moi afin de m'occuper de moi-même, de sortir de la dépression quant à ce qui m'arrivait. Donc ce programme est un excellent exemple de bonnes pratiques de coopération efficace entre une entreprise pharmaceutique, des professionnels des soins de santé et des équipes scientifiques, ainsi que les patients évidemment. Ce programme, je vous le présente sur cette diapositive. Il est divisé en deux parties. Il y a une partie à court terme et ensuite à long terme, également avec un programme à long terme de rééducation. Donc c'est 5 à 8 ans de participation au sein de ce programme. Je suis au sein de ce programme depuis 2018. Donc moi, cela fait 7 ans que je participe à ce programme. Alors, je fais partie de cette revalidation à long terme car on parle souvent du besoin de rééducation, de revalidation, mais dans le cas des patients atteints de fibrose pulmonaire ou d'autres maladies pulmonaires, nous ne pouvons jamais arrêter la rééducation parce que la maladie ne sera jamais soignée, traitée. Donc ce sera toujours présent. L'étape suivante de ce programme est de discuter avec la communauté pour que les municipalités puissent offrir des programmes de rééducation. Pour qu'ils puissent sortir de l'hôpital. Durant ce programme de revalidation, des exercices à la maison ont été organisés pour les patients atteints de fibrose pulmonaire. Qui est mis en place par la Société hellénique des maladies respiratoires. Tout ceci est disponible pour tous les patients partout dans le monde sous deux formes. Il y a une brochure, une vidéo. Donc vous pouvez utiliser cette brochure ou cette vidéo pour pratiquer à la maison quand vous voulez, quand c'est nécessaire. C'est très important. C'est très important parce que nous ne vivons pas tous au centre-ville. Certains d'entre nous vivent dans des îles, en zone rurale, et donc des patients n'ont pas accès au programme de réhabilitation. Donc voilà la bonne solution. Mais tout ceci doit se faire sous surveillance des médecins,
Personne ne peut agir seul de son côté, sans le soutien, sans discussion avec son professionnel de santé. Mon expérience n'est pas celle de tous les autres patients. Dans cette communauté, beaucoup de patients n'ont pas accès à la rééducation. Beaucoup ne sont pas renvoyés vers l'hôpital de manière précoce. Beaucoup n'ont pas le soutien nécessaire et se retrouvent seuls. Cependant, cette revalidation, cette rééducation est très importante pour les patients dans cette situation. Cela peut vous rendre une partie de votre vie. Les exercices, les techniques de respiration sont nécessaires. Cela permet de renforcer notre corps et nous avons besoin d'un corps fort. Les techniques de respiration, eh bien, personne dans sa vie n'a jamais dû apprendre à respirer. Mais aujourd'hui, nous devons apprendre à respirer à nouveau. Nous devons étendre la longueur de nos inspirations et de nos expirations. Personne ne pense comme cela. C'est peut-être la partie la plus difficile de la rééducation. Donc, c'est un enseignement en ce qui concerne notre maladie, en ce qui concerne la façon de gérer cet état. Comment comprendre notre corps? Notre corps nous donne des signes, il nous explique ce que nous devons faire. Mais il faut apprendre à écouter son corps pour nous donner confiance et contrôle. Je pense que le contrôle, c'est un mot tout particulièrement important, car nous gérons finalement une maladie incontrôlable. Du jour au lendemain, vous pouvez être atteint par des symptômes qui vous font changer complètement de vie. Et donc, tout ceci nous permet de mieux gérer les symptômes. Désolé, je ne sais plus lire ce que j'ai écrit. Les interprètes n'entendent plus l'oratrice. Tout cela est très important et nous pouvons discuter de chaque point. On pourrait discuter de chaque point pendant un certain temps. Ce que l'on peut attendre de cette rééducation ne va pas nous guérir de cette maladie, mais cette rééducation nous donnera davantage de chances de mieux vivre. Et bien sûr, enfin, si on écoute vraiment les voix de la communauté, le message est clair. La rééducation n'est pas un luxe, elle est essentielle. Ça n'est pas un soin facultatif et donc l'accès à ce soutien ne doit pas dépendre des types de patients. Et pour cette raison, nous devons faire pression pour obtenir davantage. Nous devons mettre la pression pour que la rééducation pulmonaire soit incluse dans les soins standards de la fibrose pulmonaire et nous devons nous battre pour tout ce dont nous avons besoin. Et nous devons toujours garder à l'esprit
le fait que vivre longtemps n'a pas de valeur, c'est seulement si on peut vivre mieux que cela on a. Et c'est ce que nous voulons tous. Et j'aimerais beaucoup avoir une discussion sur tout cela et entendre de votre part quel est votre avis, quelle est votre expérience sur la rééducation. Merci beaucoup. Thank you very much, Eleni, for sharing this perspective. Merci beaucoup, Eleni, d'avoir partagé votre point de vue avec nous. Alors, nous allons faire un petit sondage. Alors, on peut peut-être mettre la planche suivante à l'écran pour demander si la rééducation pulmonaire doit être une priorité dans votre pays. Donc, est-ce que vous pensez que les programmes de rééducation doivent être une priorité urgente dans votre pays? Alors, ensuite, nous allons entendre Tom Macmillan qui va nous parler du point de vue de l'Irlande. Merci. Donc, beaucoup d'entre vous ont probablement des expériences d'inégalité en termes de rééducation, donc je vous remercie, Eleni, d'avoir parlé de ce sujet. Alors, pour moi, il y a tellement de lacunes en termes de soins et j'aurais pu choisir de nombreux points. Ça a un impact sur la vie de tous. Il y a beaucoup de besoins de soutien, il y a beaucoup de besoins qui restent sans réponse pour les patients. Et ce n'est pas seulement une décision qui doit être prise par des professionnels de santé ou les patients, mais la réponse de toutes les organisations est importante. Notre rôle de Pulmonary Fibrosis NI, c'est souligner le rôle des patients. On essaie de faire preuve de compassion. On veut être source d'espoir et nous avons beaucoup de membres de notre conseil d'administration qui ont cette expérience. On soutient les familles. Donc, on soutient toute la famille, y compris les enfants. Alors, il y a un livre pour enfants, j'en fais pas la promotion, mais il y a un livre pour enfants on aide les membres des familles. Donc, quand quelqu'un devient un membre de notre organisation, cela ne s'arrête pas avec le décès du patient qu'on l'on a soutenu. Par exemple, un aidant qui est membre de notre association et qui a perdu un proche, nous allons continuer à soutenir cette personne et je vous en reparlerai un petit peu plus par la suite. Alors, comment est-ce qu'on peut rencontrer nos bénéficiaires? Alors, c'est à travers les sites internet, on utilise WhatsApp, les réseaux sociaux. On a peut-être des petites brochures pour les patients, tout ce qui peut être fourni aux patients et c'est transmis par les professionnels de santé. On essaie de leur donner des informations hors du jargon scientifique qu'utilisent les médecins. On organise des activités pour la communauté pour s'assurer que nos patients, nos aidants et les membres de nos familles participent. On a des matinées café, ce qui est très bien pour pouvoir permettre aux gens de discuter de leurs problèmes, rencontrer des amis, des gens qui vivent dans les mêmes quartiers, qu'ils n'ont peut-être jamais rencontrés avant, mais ça permet de les réunir. On fait des petits voyages de bien-être. Alors, ça peut être un voyage à la journée, un dîner à la fin de la journée, et ensuite on les ramène. Et c'est une bonne manière de rassembler les gens. On a des installations. J'ai déjà une carte orange. On a des petites installations pour que les gens puissent se reposer. Alors, l'une des choses dont je veux vous parler très brièvement, et je crois que c'est souvent et c'est critique et pourtant c'est souvent négligé. Si on regarde les services d'oncologie, alors je peux m'exprimer pour le Royaume-Uni, je ne sais pas comment c'est dans le reste de l'Europe, mais les services oncologiques sont très bien financés. Vous avez des installations où les familles peuvent passer du temps, rencontrer d'autres personnes et c'est ce qu'on doit faire pour la fibrose pulmonaire. Donc, ce n'est pas seulement pour les patients, mais pour toute la famille et nos membres. La raison pour laquelle on cherche un peu de
de repos, et je vais essayer de ne pas avoir un carton rouge, mais au fur et à mesure que la maladie progresse, la mobilité se réduit, il y a des effets secondaires qui peuvent poser problème pour voyager. Les assurances pour le voyage sont très coûteuses. Je peux vous dire que j'ai voyagé avec ma femme hier, je peux vous dire que c'est très difficile, en particulier si vous avez un revenu réduit, donc votre salaire à cause de cette maladie se réduit. Donc il y a beaucoup de problèmes que rencontrent les patients. Alors, le Power Respite, ça donne la possibilité aux gens de voyager dans leur pays. Comme ça, les professionnels de santé sont pas loin, ils se sentent en sécurité. C'est le moment de créer des souvenirs mémorables pour les familles, en particulier avec cette maladie, parce qu'on sait très bien qu'il y a une fin pour tous. Ça permet d'améliorer le bien-être pour les familles et ça leur donne la possibilité d'aller mieux. On a 2 de ces installations de repos. Alors, on a des hébergements à 3 chambres, de 3 chambres qui donnent sur la mer et de cette manière, les familles peuvent se retrouver dans des villages de vacances au bord de la mer. Vous pouvez amener vos petits-enfants si vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on fournit? Alors, on s'assure que le niveau d'hygiène est optimum, on s'assure que le prix est abordable parce qu'il y a les coûts de déplacement. On peut apporter de l'oxygène sur place et on peut faire plusieurs séjours. Vous avez des gens et des familles qui ont plus de besoins que d'autres et on en est conscient dans notre communauté. Donc on essaie de leur donner autant de moments où ils peuvent souffler que possible. Donc, est-ce que ça fonctionne? Eh bien, je peux vous assurer que ça fonctionne. Les retours, si vous avez lu notre livre, si vous lisez les commentaires des patients, les gens qui ont utilisé ces installations, les retours sont extrêmement positifs. Les gens utilisent des mots comme ça a changé ma vie, j'ai pas eu un jour de repos depuis 3 ans, c'était formidable. Et c'est des souvenirs formidables qui sont créés pour les familles. Donc, vous savez que tout le monde a sa propre vie, les enfants, les parents, tout ça. Mais là, on peut y aller ensemble. Vous pouvez amener vos enfants, vos petits-enfants. Et donc, vous pouvez vous arrêter pendant une semaine, un week-end. Vous pouvez y aller ensemble et vous fabriquer des souvenirs. Donc, une leçon qu'on a tirée, c'est que fournir ces zones de repos permettent aux familles de savoir que pour toutes les tristesses, il y a de la joie. Et lorsqu'ils pensent avoir tout perdu au profit de la fibrose pulmonaire, il y a encore de l'espoir. Et ça leur fait savoir qu'il y a des bonnes choses dans le monde et qu'il y a quelqu'un qui se bat pour eux. Merci beaucoup. Thank you very much, Tom, for sharing. Merci beaucoup, Tom, d'avoir partagé le travail que vous faites et de l'importance, souligner l'importance de créer des souvenirs. Alors, des questions. Une question pour les participants dans la salle ou en ligne. Est-ce qu'un modèle comme celui-ci, Respite Care, est-ce que ça devrait être une priorité dans votre pays? Et pendant que vous répondez à cette petite question, j'invite Anne-Marie Russell à se diriger vers le micro. Merci beaucoup. C'est une planche très chargée, mais je vais vous laisser lire tout ça. Alors, désolé pour les personnes qui ne parlent pas anglais. Il y a plusieurs acronymes ici, mais je voudrais vous dire que ce parcours est disponible. Il a été publié dans la stratégie fibrose pulmonaire en ligne. Et donc, vous pourrez chercher ces acronymes tout à loisir. Quand on parle des lacunes dans les soins, il y en a beaucoup. Donc, merci à Tom et Eleni de s'être concentrés sur des aspects importants. Le troisième, c'est que je voudrais vous parler du parcours du patient dans les maladies interstitielles. Il y a beaucoup de disparités dans les soins des patients, non seulement au Royaume-Uni, mais dans toute l'Europe. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un parcours de soins? Je crois qu'il y a plusieurs raisons.
pour les patients, bien sûr, pour que le patient sache à quoi s'attendre à partir du diagnostic jusqu'à la réévaluation, pour s'assurer que les patients ont eu un guide pluridisciplinaire, qu'ils ont un bon suivi, une bonne évaluation de la maladie, mais c'est des munitions pour les services de calculer les coûts dans le parcours parce que les services doivent être rémunérés suffisamment pour combler les besoins des patients et ça permet aux cliniciens à toutes les étapes qui ne sont pas des spécialistes, qui ne comprennent pas ce parcours de ces maladies interstitielles pulmonaires, mais par la suite, quand il faut réévaluer où se trouve le patient dans son parcours. Donc c'est un point d'entrée pour les soins primaires et beaucoup de gens pensent que les soins primaires se sont améliorés, ce qui est très bien. Et quand on songe aux soins primaires, on parle du rôle du généraliste surtout, mais le GP a une charge de travail énorme et on a de moins en moins de généralistes. Et donc les soins primaires, en particulier au Royaume-Uni, sont fournis surtout par des cliniciens avancés. Alors ça peut être du paramédical, il peut y avoir différents parcours. Et donc on a du travail à faire quand on parle au programme éducatif dans les universités pour que l'on comprenne bien ce que sont ces maladies pulmonaires et les maladies rares pour qu'on puisse reconnaître les symptômes précocement dans la trajectoire des patients. Mais avant cela, il faut penser à la génération suivante. Il faut pouvoir attirer les enfants dans les écoles vers des professions médicales. Il faut que les enfants des écoles connaissent ces maladies pulmonaires dans leur programme. Et donc, c'est ce qu'on fait un petit peu à Birmingham. Et donc, je crois que mon message principal, c'est que le parcours de soins pour l'ELD, c'est pluridisciplinaire en termes de diagnostic. On veut que le patient soit traité partout où c'est possible et avoir un dossier électronique où plusieurs professionnels participent aux soins. Et il ne faut pas oublier l'importance de l'approche collective dans les soins palliatifs. Donc, il est important d'avoir le temps d'avoir des questions et un débat. Donc, je vais m'arrêter ici. Merci. Thank you very much, Anne-Marie. Merci beaucoup, Anne-Marie. Alors, nous aimerions vous entendre sur cette question. Est-ce que vous pensez que ceci est une priorité? Donc, est-ce que vous pensez que l'accès à un parcours de soins intégré pour l'ILD est une priorité urgente dans votre pays? Donc, on va vous donner un petit peu de temps pour voter. Ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est avoir vos commentaires. Donc, on a entendu trois aspects très différents des soins de santé qui représentent tous des lacunes de soins dans la rééducation pulmonaire pour pouvoir vivre avec la maladie, que ce soit le temps, l'espace, passer du temps avec sa famille, prendre soin de ses proches, ou alors, troisième présentation, avoir un bon diagnostic et un parcours de soins et réunir tout le monde pour collaborer avec le patient. Donc, est-ce qu'on peut avoir les résultats de nos trois petites questions? Hoping technology will be on. Alors, j'espère que la technologie ne va pas nous laisser tomber. While we're actually waiting for. Alors, pendant qu'on attend les résultats, on ne va pas perdre de temps. Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous trois? Je sais que vous avez dit que les autres sujets étaient tout à fait importants également, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît assez logique? Oui. Vous m'entendez? Oui. Je crois que ce qui n'a pas été mentionné, c'est l'impact psychologique, soit de la rééducation ou des repos, etc. Tout ce dont on a parlé. Et je crois que tout cela doit être pris en compte.
Et quand on regarde la relation aidant-patient, si vous avez un bon aidant ou une organisation, vous serez un patient en meilleure santé. Et donc, je crois qu'il ne faut pas seulement regarder le physiologique, mais il faut regarder l'impact psychologique que cette maladie a sur tout le monde. Si je peux ajouter quelque chose pour le parcours de soins, je crois que cela nécessite des centres spécialisés. On sait que dans ces centres spécialisés, ils ont des équipes pluridisciplinaires qui sont plus grandes. Ils font peut-être une évaluation plus globale et incluent peut-être les besoins psychologiques. Je crois que le traitement est quelque chose d'intégré. Le traitement avec les médicaments et tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir gérer votre maladie. Les soins intégrés pour la fibrose pulmonaire, bien sûr, a besoin de rééducation pulmonaire, d'un soutien psychologique, parce que je crois que le soutien psychologique, c'est le premier dont on a besoin, parce que on ne peut rien faire si on ne va pas bien mentalement. Et bien sûr, vous avez besoin d'un nutritionniste qui puisse régir votre programme alimentaire parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires et vous avez besoin d'une approche pluridisciplinaire dans votre traitement. Et malheureusement, pour la majorité d'entre nous, dans nos pays, peut-être qu'il y a des différences entre les différents pays, mais en Grèce, par exemple, on doit tout faire tout seul parce que on comprend ce qu'on doit faire, mais on fait tout seul. Mais il faut le faire. Merci. Merci, je crois que c'est un sujet qui est probablement à partir des symptômes du diagnostic. Ensuite, le parcours, il faut faire attention à la santé mentale et au bien-être mental. Alors, nous avons les résultats à l'écran maintenant. En fait, le chiffre plus élevé, c'est pour le programme de rééducation pulmonaire dont nous a parlé Lénie. Ensuite, c'est le parcours intégré. Et pour Respite Care, pour ces zones de repos, certains ont dit que c'était une priorité et certains ont dit qu'ils avaient besoin probablement de plus d'informations pour mieux comprendre. Mais ça montre un petit peu combien de choses existent et sur lesquelles on continue à travailler. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Ah, je vois que ça n'est pas le cas. Bien. Alors, pour les gens dans la salle, alors je vois déjà une main se lever là-bas. Est-ce que vous avez une question aux membres de notre panel? Alors, vous serez surpris que ce soit moi, évidemment. Tom, j'adore Respite, mais je dois dire que avec les maladies rares, dans un pays très peuplé comme la Norvège, ça pourrait coûter très cher. Est-ce que vous envisageriez d'avoir des respites avec plusieurs diagnostics. Donc, plusieurs organisations de patients qui ne travailleraient pas par diagnostic, mais plutôt par région géographique. Peut-être que c'est la seule manière de rendre ces endroits viables économiquement. Est-ce que vous voulez dire différentes maladies ou juste, oui, des maladies différentes. Plutôt que de le faire par diagnostic, on pourrait gérer les choses par région parce qu'on ne peut pas avoir des respites partout, ça coûterait trop cher. Oui, et pourquoi pas? C'est la responsabilité du gouvernement de s'assurer que ça existe. Ça ne devrait pas être à moi ou mes collègues de fournir ce genre d'installation, mais comme ce n'est pas le cas, ce ne serait pas une mauvaise idée si d'autres organisations voulaient participer. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que d'après notre expérience, c'est que ce qui a le plus d'impact dans ce qu'on fait, c'est donner aux familles la possibilité de se réunir, de passer du temps ensemble et quand elles se sentent
en sécurité et à un prix abordable. Donc, moi, je ferai tout ce qui peut encourager ça. Merci. D'autres questions pour les membres du panel? Well, I just want to. Alors, je voudrais dire quelques mots sur le parcours de soins intégrés. Il y a le problème d'accès et de distance et c'est souvent un obstacle pour que les gens puissent aller vers un endroit particulier s'ils ont des difficultés à voyager. Donc, est-ce que vous voyez une solution à cela? Merci Chantal pour cette question. Oui, je crois, je crois que je peux vous parler du modèle britannique parce que c'est celui que je connais le mieux. Je crois qu'on a commencé à voir un changement avant le Covid dans certains centres, en particulier des centres avec lesquels je fais beaucoup de consultations vidéo. Et on a vu une croissance de la télémédecine. Et ça aide beaucoup quand vous devez évaluer des respirations. Et avec le Covid, ça s'est arrêté, mais on a un modèle où on peut envoyer nos patients vers d'autres centres en respectant certains critères. Et donc cela s'accélère. Ces petits hôpitaux qui sont plus accessibles pour les patients, on essaie de s'assurer que les patients ont toujours accès à un diagnostic précis, à une bonne évaluation. Mais il y a également les centres ILD non spécialisés avec des équipes multidisciplinaires. Certains sont liés aux centres spécialisés et donc en tant que centre spécialisé, on a la responsabilité d'être disponible pour aider les gens à accumuler des connaissances scientifiques. Mais pour les pratiques qui doivent prescrire, ça permet de geler un peu le temps. Et donc, on se rend compte que voyager, c'est difficile, mais comme ça fait moins de déplacements si les professionnels de santé sont gérés localement, mais en lien avec un centre spécialisé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici dans la salle? Oui. Merci à tous les membres du panel. Mon intérêt est la rééducation pulmonaire et en particulier, ma question est quelle est votre perspective en tant que patiente ou soignant concernant les programmes de rééducation en télémédecine, c'est-à-dire que ça permettrait de rompre l'isolement pour les patients, mais on pourrait peut-être connecter des patients en dehors des hôpitaux parce que certains patients sont loin des hôpitaux et sont loin des centres académiques. Donc peut-être que ce serait une proposition pour certains patients plutôt que d'envoyer des patients dans des structures qui ne sont peut-être pas concentrées sur des programmes de rééducation. Ça pourrait être une possibilité du point de vue des patients? Oui. En Grèce, et ensuite je parlerai des autres pays parce que il y a beaucoup de différences entre les pays. Nous avons l'opportunité de participer à des programmes de rééducation pulmonaire pour les patients qui se trouvent dans les grandes villes, et même pas dans toutes les grandes villes. Mais la majorité des patients se trouvent loin des grands centres urbains. Et donc, il faut songer à toutes ces personnes qui ne savent même pas, qui ne comprennent même pas pourquoi ils doivent participer à un programme de rééducation. Et donc, ils savent qu'ils doivent être actifs, ils savent qu'il y a beaucoup de lacunes dans les formations sur l'activité physique. Et donc, je pense que lorsque on a des pays qui ont beaucoup de difficultés géographiques,
il faut pouvoir essayer de combler ces besoins. Et la rééducation, alors je vous ai présenté un très bon exemple de rééducation. Et tout le monde ne bénéficie pas de rééducation. Il faut essayer de trouver un programme de rééducation. Ils sont très courts. Moi, je suis dans un programme de rééducation depuis 7 ans et il n'y a pas d'autre alternative. Et donc, on doit faire quelque chose pour donner à tout le monde la possibilité de participer à ces programmes de rééducation. Et donc là, je pense à peut-être de la télé-rééducation, mais donc on a la télémédecine, on a la télé, on pourrait avoir la télé-rééducation, tout peut se faire à distance, mais tout cela doit se faire sous le contrôle de nos médecins, parce que nous sommes des patients, nous avons une maladie, on ne sait pas quel volume on doit utiliser et donc je crois que ce serait peut-être une solution. Merci. Good. I think in terms of timing, we Bien, je crois que on a peut-être la possibilité de poser une question encore. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Et je sais que on est les derniers avant le dîner. Alors une dernière question. Bonjour, merci pour cette excellente présentation. Je suis une infirmière ici en Belgique. Alors, peut-être que la question qu'il faut poser au public, c'est quelle est l'importance d'avoir une infirmière ILD, parce que je crois que c'est l'infirmière ILD ou spécialisée qui se trouve entre la thérapie, le traitement et les thérapies non pharmacologiques et le soutien dans les différents aspects de la maladie. J'aimerais avoir votre point de vue. Merci pour cette question très facile, Kathleen. Je pense que vous faites beaucoup de travail dans le réseau multidisciplinaire au Royaume-Uni qui a une portée européenne pour essayer de soutenir la croissance et le développement, l'épanouissement des infirmières et des professionnels de santé. Mais ça, c'est pour des personnes qui jouent déjà un rôle dans les institutions des maladies pulmonaires. Mais je crois que l'une des difficultés que rencontrent les infirmières respiratoires, c'est qu'elles doivent acquérir des connaissances sur le tas. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup à faire et le parcours de soins peut aider, en particulier quand on regarde le coût des spécialistes, c'est peut-être d'avoir un business case, disons pourquoi vous avez besoin d'avoir une infirmière ou un pharmacien dans le service. Et quand on commence à recueillir des données sur le parcours et on voit qu'il y a une disparité, et à ce moment-là, c'est un argument politique important qui pourrait avoir une influence sur les politiques et les changer. Mais vous avez tout à fait raison, les infirmières sont la colle qui permet de réunir toutes ces politiques et de rassembler tous les professionnels de santé pour avoir un parcours global. Mais j'espère avoir répondu à votre question. Je n'ai jamais eu d'infirmière spécialisée et je crois que c'est une grande lacune parce que lorsque je me suis exprimée précédemment, j'ai dit que notre corps nous envoie des signaux. On ne comprend pas ces signaux. Si on avait une infirmière spécialisée en fibrose pulmonaire, dans cette maladie très difficile, quand on ne comprend pas les signaux envoyés par notre corps, l'infirmière spécialisée les comprendrait et pourrait nous aider à les détecter plus tôt et à trouver une solution plus rapidement que si on devait le faire tout seul. Merci beaucoup.
Alors, je sais qu'on est déjà à la fin de la séance. Je voudrais remercier les membres du panel, Anne-Marie, Eleni. Merci. Si vous avez des questions individuelles à poser aux orateurs, ils seront avec nous pour le reste du sommet. Donc, n'hésitez pas à aller les voir si vous avez d'autres questions. Merci d'avoir partagé vos points de vue, vos réflexions avec nous ici. Et donc, nous savons maintenant où nous devons continuer à travailler. Il y a beaucoup de domaines sur lesquels il faut continuer à travailler. Et si vous voulez discuter avec nous également, nous avons un stand à côté et donc on pourra en discuter. Et on a un mur où vous pouvez faire part de vos réflexions. Donc peut-être que vous pouvez écrire sur ce mur. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et je vous remercie. Je remercie le public dans la salle et en ligne. Et maintenant, je donne la parole à Ava pour quelques informations concrètes pour ce soir.